Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, tu connais. Je vous ai sélectionné 4 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Ouais, je me fais un petit kiff. 4 parce que voilà, c'est les vacances, c'est chill. Je me dis des threads d'horreur un petit peu plus longs, pourquoi pas. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous plaît quoi. Sur ce mes petites pépites, ne perdons pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cam, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Delia, j'ai 22 ans et je suis la maman d'un petit Elias de 5 mois. Je suis aide-soignante et ce que je vais te raconter est assez what the fuck, accroche-toi. Comme je te l'ai dit, je suis aide-soignante dans un grand hôpital à Paris depuis peu. C'était un jeudi d'octobre. Je travaillais du soir avec ma collègue Alma de 13h45 à 21h15 dans un service qui prend en charge les patients qui ont subi des AVC ou des traumatismes assez importants. On les aide à retrouver leur autonomie. Retiens cette info, c'est très important. Toute la journée se passe bien et vers 20h30, la collègue soignante qui devait reprendre la relève nous appelle en disant qu'elle va avoir du retard et qu'elle serait là vers les coups de minuit. Donc Julie ou moi devrions rester et attendre la collègue de nuit car on ne peut pas laisser un seul collègue soignant, sachant qu'il y a une infirmière et 2 aides-soignants la nuit. Les patients pour la plupart sont tétraplégiques ou hémiplégiques, ce qui signifie qu'on doit être 2 pour pouvoir les mobiliser, pour faire l'échange, les soins, les mettre au lit, etc. Bon, je décide de rester car je travaillais pas le lendemain contrairement à ma collègue. Vers 21h30, une patiente nous appelle en disant qu'elle a froid. Elle sent le vent venir de la salle de bain. Je vérifie mais la fenêtre est fermée. Je lui propose de fermer la porte de la salle de bain. Elle accepte et s'endort. Mais vers 22h, elle se réveille en hurlant. Avec mon collègue, on va vite la voir. Et on la retrouve par terre. Avec mon collègue, on se regarde terrifié car cette dame est tétraplégique. Et donc, ne peut absolument pas se déplacer seule. On lui demande comment elle est tombée par terre et elle nous dit qu'elle dormait et d'un coup elle s'est vue tomber des airs comme ça par magie. C'est une dame assez costaud, alors pour la mettre au lit on a dû appeler 2 médecins en plus qui nous aident à la lever. On a cherché des explications mais on n'en trouvait aucune car tous les moyens de sécurité étaient mis en place pour cette dame, sachant encore une fois qu'elle ne peut pas bouger sans aide. À côté de sa chambre, c'est la chambre d'un autre patient. On va l'appeler Monsieur K. C'est un patient qui a fait un AVC en prison. Il est hémiplégique du côté gauche. Il a un lourd passé criminel et a pris de la prison à vie suite à plusieurs meurtres, etc. C'est un patient extrêmement malpoli et très pervers. On ne l'apprécie pas du tout dans le service, mais bon, il faut soigner tout le monde. Vers 23h30, Monsieur K crie de toutes ses forces. Il hurle à la mort. On va le voir et il nous dit que quelqu'un l'a giflé et que la personne se cache dans la salle de bain. Il l'a vu y aller. Mon collègue va voir, mais rien, ni personne. Le patient ne nous croit pas et nous oblige de le mettre au fauteuil pour que lui-même aille voir si c'est vrai ou pas. Je lui propose de la glace pour sa joue car oui, en effet, on voyait une grosse trace rouge vive. Pour faire une telle trace à un monsieur de près de 2 mètres et 150 kilos, il faut y aller. Il passe sa soirée à nous insulter car il croit que c'est nous les responsables. Environ 15 minutes après, il nous appelle en disant qu'il a mal à la tête. Il est encore sur le fauteuil à ce moment-là. On lui propose de le mettre au lit mais il refuse en nous insultant et limite en voulant nous frapper. On quitte sa chambre, on lui dit qu'on passera plus tard le mettre au lit s'il le souhaite. Il continue de nous hurler dessus, enfin bref. Avec lui, on a l'habitude. Sauf qu'à un moment donné, on ne l'entend plus. On pense qu'il s'est endormi sur le fauteuil, alors une infirmière décide d'aller le voir. Et là, elle crie au secours de toutes ses forces. Monsieur K était au sol, il ne respirait plus. Il avait des traces sur son cou comme si quelqu'un l'avait étranglé. Face contre sol, du sang sortait de sa bouche. Ses yeux étaient tout blancs et il était tout froid. Les secours sont arrivés aussitôt. Vers minuit 30, ma collègue est arrivée et je suis rentrée chez moi. Heureusement, le patient a survécu après plusieurs heures de réanimation et de soins intensifs.
Une enquête a été ouverte mais aucune piste. Je suis revenue au travail le samedi matin et là mes collègues m'ont raconté ce que le patient avait dit. Il disait avoir vu une dame très fâchée qui lui avait fait ça. Il l'a décrit comme une femme blanche avec des cheveux courts et abîmés, comme brûlée sur son visage et également il lui manquait une jambe. Et là je deviens toute pâle. Cette dame était une patiente décédée dans la chambre de ce monsieur juste avant son arrivée. On a dû lui amputer sa jambe suite à un accident de la route et elle avait également le visage brûlé à 60% suite à ce même accident. Malheureusement, suite à ses blessures, elle n'a pas survécu. Elle est décédée seule dans la nuit. Personne ne pouvait venir car notre ami Corona était bien présent dans le service à ce moment-là. Monsieur K n'a plus jamais souhaité revenir dans sa chambre et on ne l'a plus jamais revu. Il a demandé à changer d'hôpital directement. Je travaille toujours au même endroit, mais plus rien ne s'est passé depuis. Merci ma pépite pour ton histoire. Comment pouvait-il savoir, inventer ça? Que la dame avant lui, il l'a décrite quoi. Donc en vrai tu peux pas l'inventer. C'est chaud. Franchement dans les hôpitaux il se passe des trucs de fou. Je pense que c'est parce que là-bas la mort est présente beaucoup dans les hôpitaux. Donc je pense que du coup les esprits, les djinns, etc. Ils sont beaucoup présents aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire mes pépites ce que vous avez pensé de cette première histoire. Si vous aussi vous travaillez en hôpital et vous avez vécu des choses très bizarres, n'hésitez pas à me les envoyer à mon adresse mail qui s'affiche à l'écran. Sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, mon nom est Juliane et j'ai 18 ans. Mise en contexte, ma mère est infirmière depuis que je suis toute petite, mais elle avait déjà commencé ses études avant ma naissance. Pendant son stage, au début, elle a vécu quelque chose de très traumatisant. Je te raconte l'histoire. Pendant la soirée de l'incident, un groupe de personnes était allé dans une montagne, dans notre ville qui est réputée pour être hantée. Plusieurs personnes se sont pendues dans cette montagne sur l'immense croix qui s'y trouve et aux arbres. Ce groupe est allé là-bas afin de faire une séance Ouija. Sachant les choses qui sont arrivées à cet endroit, c'était trop tentant pour eux. Au début de la séance, rien ne se passait. C'était assez ennuyant. Le groupe commençait à s'impatienter, donc ils ont commencé à faire les cons, crier des bêtises aux entités, enlever leurs mains sur la goutte du plateau de Ouija, provoquer les démons. Après quelques minutes, ils ont décidé d'arrêter, sans dire au revoir, juste en fermant le plateau et en rigolant parce qu'ils se trouvaient bêtes d'avoir cru que ça existait. Mais une fille qui était avec le groupe a commencé à trembler, pleurer, respirer extrêmement vite. Les autres ne comprenaient pas ce qui se passait, ils pensaient qu'elle faisait seulement une crise de panique. Après quelques minutes, elle a commencé à convulser, de la bave sortait de sa bouche et ses yeux roulaient par derrière, lui donnant un air complètement terrifiant. Ils ont décidé d'appeler l'ambulance en vitesse. Les ambulanciers ont dû monter dans la forêt jusqu'à leur location et ont été accueillis par un spectacle horrible. Ils l'ont mis sur une civière et essayé tant bien que mal de la retenir, jusqu'à devoir l'attacher. Elle était complètement méconnaissable, elle essayait de se griffer, mordre les ambulanciers et crier extrêmement fort. En arrivant à l'hôpital, ma mère s'y trouvait et faisait partie des stagiaires. Encore aujourd'hui, elle a du mal à me raconter cette histoire. Elle était avec les infirmières et essayait d'aider au mieux qu'elle pouvait. Un prêtre a été appelé après que le groupe a dit qu'ils avaient fait une séance Ouija. Il est arrivé en vitesse et a commencé à réciter des prières, coller son crucifix sur le front de la dame, etc. Elle hurlait si fort, tout son corps était crispé et tendu. Des hommes de la sécurité devaient la retenir pour ne pas qu'elle s'échappe. Elle avait une de ses forces qui était inhumaine. Après quelques moments, elle a poussé un cri très long, mais ce n'était pas sa voix. Elle était trop grave. Elle s'est tout de suite écroulée sur le lit et a perdu connaissance. Elle est restée à l'hôpital pendant 1 semaine. Le groupe a tout raconté, du début jusqu'à la fin, aux policiers, ambulanciers et personnels de l'hôpital. Ils étaient complètement traumatisés.
Cette femme aujourd'hui va bien, mais garde des séquelles de cette nuit. Combien de fois je vous ai dit que les séances Ouija, etc., c'est niette? Non, il n'y a pas. Comment ça? C'est trop dangereux, Il n'y a pas de on s'ennuie, on va faire une séance Ouija. Ça n'existe pas. Non, sincèrement, je vous déconseille très fortement de faire ça. Ça existe, des cas de possession, hein. Je fais pas vous apprendre la vie, je pense que vous le savez. T'as voulu les provoquer, bah ils t'ont répondu. Et après tu fais l'étonner. Oh bah je comprends pas. Bah oui mes frères, enfin sérieusement quoi, tu t'attendais à quoi? En tout cas, faites pas les malins, parce qu'ils sont beaucoup plus malins que vous. Je pense qu'ils ont bac plus 22 dans la malinerie. Mais la vérité, tente même pas ta chance. Tu pourrais très fortement le regretter. C'est même pas tu pourrais, c'est tu vas. Sur ce mes petites pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Kam, j'espère que tu vas bien. Alaikum salam. Je m'appelle Selena, je suis une grande fan de d'extraits d'horreur et depuis que je suis abonnée à ta page, je ne fais que regarder tes vidéos. Merci beaucoup Selena, t'es adorable. Je t'écris aujourd'hui un témoignage qui me glace encore le sang après plusieurs années passées. Mais avant que je te raconte ce qui m'est arrivé, il faut que je te raconte l'histoire depuis le début. En Île-de-France, plus précisément à Rueil-Malmaison, en 2007, une famille de 3 personnes habitait dans un immeuble de 9 étages où ils logeaient au 7e étage. Cette famille était constituée de 2 parents qui dépassaient la soixantaine et leur fils de 35-40 ans, en sachant que c'était un très grand fumeur de plusieurs drogues et il buvait également tout type d'alcool. Un jour, après une soirée très arrosée pour le fils, il rentra chez ses parents aux alentours de 3-4 heures du matin. Complètement ivre, il décida de fumer une dernière cigarette pour la soirée. Mais ne sachant pas que sa mère avait laissé le gaz allumé, dû à son Alzheimer, il fit exploser l'appartement en moins de 30 secondes. Et toutes les personnes logeant dans cet appartement furent brûlées vifs et moururent sous les flammes. Le feu s'était propagé sur 3 appartements tellement il était grand. Plusieurs rénovations se sont faites et en 2008, les appartements étaient remis à neuf pour accueillir de nouveaux locataires. Très attiré par l'offre, un père accompagné de sa femme et de ses 2 filles, une âgée de 2 ans et l'autre de 3 mois, décide de prendre l'appartement du 7e étage et de s'y installer. Ils avaient en même temps acheté un chat par pure caprice de sa femme. Le chat est très important dans l'histoire. Après emménagement, plusieurs années passèrent et rien de spécial arriva, jusqu'au jour où la plus grande des 2 filles avait dans les 8 ans. Une nuit, le chat se mit à sauter de partout et à pourchasser quelque chose dans l'appartement, ce qui n'attira pas l'attention de la famille, jusqu'à ce que ça se produise tous les soirs, à une horaire précise. Mais les tourments ne s'arrêtent pas là. Un soir, alors que la mère se sentit observée dans les alentours de 3-4 heures du matin, elle se réveilla et tomba sur sa fille regardant fixement vers elle, la tête penchée sur le côté. La mère, avec le plus grand des calmes, remet sa fille dans sa chambre et retourne ensuite se coucher. Ces péripéties se répéta tous les soirs durant une année entière, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En 2016 arrive mon entrée dans cette histoire traumatisante. À ce moment-là, j'avais 15 ans. Depuis plusieurs années, je connaissais cette famille, puisque ma sœur était dans la même classe que la plus grande des filles. On passait beaucoup de temps ensemble, ma famille et la leur. Un jour, alors que j'étais dans le parc qui était en face de chez moi, la mère qu'on va appeler Élise est venue me voir. Elle voulait que je garde ses 2 filles le soir même parce qu'elle voulait passer une soirée en amoureux avec son mari dans un beau restaurant. Avec générosité, j'accepta la proposition, mais je ne savais pas que j'allais le regretter. Après avoir prévenu mes parents, je pars dans son appartement, sachant que nous habitons à quelques mètres de leur logement. Élise m'accueille et me donne toutes les choses à faire et à ne pas faire pour les enfants, puis elle part avec son mari en soirée. Immédiatement, je mets en place tout ce qu'Élise m'a demandé de faire et la soirée commence tranquillement. On regarde la télé, on mange, rien de plus normal pour une babysitter.
Puis arrive le moment du coucher. Il était aux alentours de 23h, donc on part tous se coucher. Je couche les 2 filles et je déplie le canapé pour y dormir. J'ai du mal à m'endormir et finis par somnoler un peu. Et aux alentours de 2h du matin, le chat se mit à courir de partout, puis à se stopper, fixer un point où se trouvait la télé. Je décide de regarder dans la direction et je vois une ombre brumeuse à la silhouette d'un homme qui nous fixe, le chat et moi. Je décide de réciter Ayat al-Kursi, donc le verset du trône dans le Coran. Et en un claquement de doigts, la silhouette avait disparu. Je me rallonge, mais cette fois-ci sans fermer l'œil. Les minutes paraissaient des heures tellement je me sentais pas bien. La seule chose que je voulais, c'était que les parents reviennent le plus vite possible. Et aux alentours de 3-4 heures du matin, une nouvelle péripétie arriva. Mais ils restent jusqu'à quelle heure au restaurant les parents ? 3-4 heures du matin, c'est abusé, non? Je suis énervée, l'histoire elle m'a énervée carrément. À ce moment-là, c'était la plus grande des filles qui était devant moi. Elle me regardait fixement, les yeux grands ouverts et la tête penchée sur le côté gauche. J'étais complètement tétanisée par cette vision. J'essayais de la déplacer, mais à cause de l'arrivée brutale du chat, j'ai eu un réflexe brusque, ce qui engendra un sérieux problème. La petite fille m'attrapa par le cou. Oh, t'as vu, j'ai fait le mouvement en arrière, j'ai vécu l'histoire. La petite fille m'attrapa par le cou et me plaqua au mur. J'étais coincée, j'essayais de m'enlever de l'emprise. J'avais l'impression d'avoir une main d'un homme qui me serrait le cou, tellement la poigne était forte. Étant en train de suffoquer, les parents rentrèrent enfin de leur soirée et virent la scène, et le père nous sépara pour me libérer de cette emprise. Complètement traumatisée par ce qu'il m'était arrivé, je décide alors immédiatement de rentrer chez moi, avec une peur que la chose de leur appartement me suive. Depuis cette nuit, je retourne chez eux que la journée, mais même la journée, des faits se produisent comme des objets qui changent de place pendant un moment d'inattention, ou alors 3 silhouettes qui passent devant la télé en plein jour. La famille avait réussi à s'habituer à eux, c'était réciproque pour là où les choses dans leur maison. Voilà pour mon histoire, j'espère que ça t'aura plu. Moi en tout cas, je souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre une nuit pareille. La question est, comment as-tu pu retourner dans cet appartement après avoir vécu ça? Sincèrement, moi j'aurais été traumatisée de par l'appartement, mais de par les 2 petites filles aussi. Mais elle est genounée la petite, enfin la grande du coup des 2 petites. Il faudrait sincèrement penser à lui faire un exorcisme. Comment ça la mère, elle voit sa fille la fixer pendant la nuit et ça dure 1 an sans qu'elle prenne les choses en main et elle se dise peut-être que ma fille a un sérieux problème. Non, c'est passé crème pour la mère. Tous les soirs, elle la prend, elle dit bon, ça suffit, allez, va te recoucher là. Y a que moi que ça choque. Sérieux? Comme d'habitude, les bébés, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. En tout cas, je la trouve juste folle. Plus jamais je serais repartie dans cet appartement et encore moins vu ces filles-là. Sur ce, on peut tout de suite passer à la 4e et dernière histoire. Mes petites pépites, désolée si vous entendez le ventilateur, j'ai extrêmement chaud, donc je suis désolée pour cette dernière histoire, j'ai dû l'allumer. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je t'écris pour te raconter à toi et à ta communauté mon thread d'horreur sur l'esprit psychopathe, c'est toi ou c'est moi? Oui, le titre est particulier, mais tu comprendras en le lisant. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui sent énormément les énergies autour de moi et je travaille beaucoup dessus. Je m'appelle Noémie et j'avais 14 ans quand les faits se sont passés en septembre 2021. En juin 2021, j'emménage dans ma nouvelle maison suite à la séparation de mes parents. Cette maison me plaisait beaucoup. Je la trouvais chaleureuse avec beaucoup de cachets et je ne saurais pas expliquer le pourquoi du comment, mais je sentais une bonne ambiance, on était vraiment bien là-bas. J'avais trouvé plusieurs objets dans ma chambre à mon arrivée. Je trouvais les objets un peu bizarres, mais je me disais que c'était sans doute un oubli des anciens propriétaires. J'avais retrouvé une pierre, plus précisément une citrine, un marque-page avec une cathédrale et une clé. Je n'ai jamais su à quoi elle servait d'ailleurs, et qu'est-ce qu'elle ouvrait. Tout se passait très bien les 2 premiers mois, mais ça a vite dégénéré. Je restais des journées entières seule chez moi.
Je préparais des bons petits plats pour ma maman, je faisais les tâches ménagères, je m'occupais de la maison. Puis un jour, je sentis une présence dans la maison. Je ne m'inquiète pas plus que ça car j'ai l'habitude de vivre et de voir les esprits. Mais cet homme était vraiment louche, il était à mes côtés tout le temps. Il avait entre 40 et 45 ans. C'est un monsieur assez fin, grand, 1m85 à peu près. Il a le regard creusé comme si qu'il était addict à l'alcool. Il avait des cernes. Son regard bleu me donne encore la chair de poule. Il me regardait avec un air vraiment pervers. Il essayait de se cacher en cachant son corps derrière le mur, comme si qu'il voulait rester discret en me regardant. Mais manque de bol pour lui, je le voyais très bien. Je me suis sentie vite oppressée et très mal par la suite. Sa présence augmentait de plus en plus, au point où il me dégageait de chez moi. J'arrivais plus à rester dans ma maison. Je mangeais donc dehors, je m'occupais dehors. J'étais pas à l'aise dans ma propre maison et je ne voulais pas en parler à ma mère car elle est très terre à terre. Durant des semaines, je ressentais le besoin de mettre du sel dans les 4 coins de ma chambre. J'ai parlé à ma professeure principale du souci que j'avais. Vous allez vous dire, mais elle t'a pas pris pour une folle ? Et non, car elle-même ressent des choses. C'est elle qui m'a poussée à mettre du gros sel et je l'ai fait. Le sel purifie les lieux si vous ne saviez pas. 2 nuits après avoir mis le sel, je fis un rêve lucide et dans celui-ci je posais des questions à cet esprit. Dans mon rêve, j'étais debout en face de lui. Il était enfermé dans un cagibi. Je me rappelle lui avoir posé « Es-tu seule dans la maison ?» Il me répondit d'une froideur « Oui, je suis seule. » Je lui ai posé une autre question qui est « Peux-tu aller dans ma chambre avec le sel que j'ai mis ?» Il me répondit aussitôt « Non, je ne peux pas. » Le rêve s'était terminé ainsi. Une semaine après celui-ci, il m'arrivait un phénomène traumatisant. Je dormais paisiblement, mais mon chat bougeait beaucoup et partit à toute vitesse de ma chambre. Ça ne lui ressemblait pas, mais je me suis dit que ce n'était rien. Je me rendors, puis d'un coup, je sentis quelque chose m'étrangler violemment pendant 10 bonnes minutes, vers 3-4 heures du matin. Je savais que c'était lui. Il voulait que je le regarde, il voulait se nourrir de ma peur et je le sentais. Je suis donc restée paisible malgré ses mains qui me serraient de plus en plus. Je n'ai en aucun cas ouvert les yeux car je ne voulais pas être traumatisée. Puis, tout s'arrête, quelques heures. À 6 heures du matin, tout recommence, mais moins longtemps, je dirais plutôt 4 minutes. Il était enragé, il commençait sans doute à être faible, qui sait. Puis, il approche sa tête vers mon oreille et me chuchote. Je sais que tu fais du pendule divinatoire. Pose ça, ça et ça comme question, sinon. Puis d'un coup, je le sentis aspiré par le sel. Le lendemain, en me levant, j'ai donc regardé le sel et celui-ci était devenu tout noir. Il avait été emprisonné dedans. Les mois passent, puis en décembre 2021, un nouveau phénomène se passa. Je pense que le monsieur avait dû s'échapper et il m'avait retrouvée à l'internat. Un soir, je faisais du pendule, rien de bien extraordinaire. Je me protégeais lorsque j'en faisais. Puis le monsieur est arrivé et a pris sa revanche en me possédant. Je ne sais pas si c'est réellement ça. Je me suis sentie fatiguée tout d'un coup et j'avais donc décidé de dormir. Les 2 jours qui ont suivi cette nuit étaient horribles. Je me sentais bizarre. Je regardais les gens d'une façon insistante avec des arrière-pensées. Je me sentais perverse. Et je voulais du mal à tout le monde. J'étais extrêmement fatiguée. Cette histoire s'est ensuite terminée après ces 2 jours et je n'ai plus rien eu depuis. J'espère que mon histoire vous aura plu. J'ai ensuite fait un nettoyage. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Alors effectivement, moi elle m'a plu. C'est bizarre, je pensais au début que ce monsieur était attaché, accroché, enfin ce jean était accroché à la maison. Mais en fait, vu qu'il t'a suivi à l'internat, je pense que du coup il s'est attaché à toi. C'est bien que tu nettoies, que tu mettes du gros sel, que tu fasses un nettoyage, etc. etc. Après, je pense que c'est pas suffisant étant donné qu'il n'est pas parti pour de bon. Mes pépites, n'hésitez pas à lui donner des conseils en commentaire. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est mettre des sourates pour purifier l'endroit. Notamment, la sourate El Baraka
al-Baqarah, la sourate numéro 2 du Coran qui protège énormément donc, et qui purifie énormément. N'hésite pas. Si mes pépites, vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Sur ce, voilà, ce serait d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active très souvent, donc n'hésite pas à m'y suivre là-bas aussi. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire le mot chaussure. Sur ce, je t'embrasse très très fort et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy.